Et bien voilà, l'heure est venue à présent de débuter cette causerie, première causerie de la journée, qui vous est proposée par le CAUE, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de la Manche. Le café ouvre ses portes pour la 3e édition et la 3e journée. Voilà, c'est parti. Nous allons aujourd'hui parler des inspirations de la nature en compagnie de mes invités. Brigitte Richard, bonjour, vous êtes conservatrice en chef du patrimoine de Granville et puis vous êtes notamment la directrice du musée Christian Dior. C'est à ce titre que nous vous recevons, mais vous dirigez l'ensemble des 3 musées de Granville. Éric Hervy, vous êtes ébéniste, restaurateur et antiquaire. Et puis également Marc Vatinel, paysagiste, concepteur, jardiniste, comme il aime à s'appeler. On va comprendre ensemble pourquoi, et je vous le dis à nouveau, des experts bien sûr, mais surtout des passionnés qui savent transmettre leur passion avec bonheur. D'ailleurs, Brigitte Richard, je me tourne vers vous, je vous tends le micro. On va plonger un petit peu avec vous dans la mode et on va plonger aux côtés de Christian Dior, parce que finalement, on découvre avec vous que Christian Dior et la nature, c'est pratiquement une histoire d'amour. Le jardin de Christian Dior a une importance considérable dans sa création. Oui, en effet, le jardin de Granville a été une source d'inspiration absolument fondamentale et j'aimerais en préambule, si vous m'y autorisez, vous lire un très court extrait de cet ouvrage que j'ai entre les mains, le temps que je chausse mes lunettes. Je vais vous lire une ou deux phrases qui permettra de comprendre effectivement à quel point la nature a été importante. Donc, nous sommes au sortir de la guerre en 1947, premier défilé de Christian Dior. Nous sortions d'une époque de guerre, d'uniformes, de femmes soldats aux carrures de boxeurs. Je dessinais des femmes fleurs, épaules douces, bustes épanouis, taille fine comme liane et jupes larges comme corolle. C'est dire si la référence à la fleur, effectivement, est une évidence et largement puisée aux sources à Granville. Et en plus, il avait une très belle plume, Christian Dior, finalement. On le découvre à travers ce livre et ses échanges épistolaires. À vos côtés, bien, on est en compagnie de Marc Vatinel, qui est jardiniste. Alors, jardiniste, c'est un petit peu la contraction de jardinier et d'artiste. Finalement, le paysagiste, pour vous, est un artiste. Oui. Bonjour à tous, merci pour cette invitation. Merci aussi au ciel de nous donner un peu d'eau, c'est toujours finalement assez agréable. Donc, pourquoi jardiniste ? Parce que j'estime que, en fait, à partir du moment où j'agis sur les espaces extérieurs, quelle que soit leur échelle, jardin, parc ou grand paysage, le fait d'intervenir, la technique ne suffit pas, et qu'il faut, je crois, un peu de sensibilité, faire les choses, il faut essayer qu'elles aient un sens. Et c'est vrai que je suis à la fois jardinier, mais je mélange avec une sensibilité d'artiste, d'où le terme de jardiniste. Jardiniste, très beau terme de jardiniste, on y reviendra. Et on continue les présentations et le tour de table avec Éric Hervy. Alors Éric Hervy, quelque chose que l'on découvre peut-être, mais qui est passionnant, c'est que finalement le meuble et les ébénistes, et notamment pour la fameuse armoire normande, eh bien s'inspirent fortement de la nature et il y a énormément de sculptures liées à la nature. Tout à fait. Dans la symbolique de l'armoire, vous avez énormément de fleurs, et entre autres, et chaque chose avait une signification. Par exemple, la rose était symbole de beauté, la marguerite symbole de fidélité, la fleur de lys évidemment la royauté, etc., etc. La feuille de chêne la puissance, le laurier lié à l'éternité. Voilà ce qu'on pouvait trouver entre autres sur les armoires normandes, quoi. Donc finalement, une symbolique qui puise ses fondements dans la nature. Tout à fait. Et ça, c'est important de le rappeler. Tout à fait. Tout à fait. On en discutait. Est-ce que vous pouvez nous dire, avant qu'on poursuive notre discussion, de quand date la plus ancienne, finalement, armoire normande qu'on ait pu retrouver et connaître ici en Normandie ? Alors, la plus ancienne armoire de Basse-Normandie est à la cathédrale de Bayeux. Elle date du XIIIe siècle et servait, on pense, à ranger des reliques. D'accord, XIIIe siècle, c'est celle, en tout cas, qu'on a retrouvée la plus ancienne. Malheureusement, elle n'est pas visible du public, mais elle est là. D'accord. Vous l'avez vue ? Non, malheureusement, non, personne ne peut. Je la connais par des documents, mais je ne l'ai jamais vue en réalité. D'accord. Brigitte Richard, j'aimerais qu'on revienne à Christian Dior et l'univers floral, finalement, pourquoi ça l'a touché autant Pour ceux qui n'ont pas encore visité la maison Christian Dior ni le jardin de Granville, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ça l'a touché autant, cette ambiance florale qui l'entourait ? Je crois qu'il accompagnait sa mère. Oui.
Alors je crois qu'effectivement, c'est bien que je n'ai pas d'image parce que ça va vous donner tous envie d'y aller pour ceux qui n'auraient pas encore eu l'occasion d'aller dans ce magnifique jardin. Alors ça n'est pas sa maison d'enfance, c'est sa maison d'enfance plus exactement, et non sa maison natale comme on le dit improprement parfois, puisqu'il est né à Granville, à 2 pas de cette maison qui surplombe la mer, et le choix en fait de la famille et notamment de sa maman Madeleine pour cette maison, outre le fait que la famille s'agrandit et qu'il leur faut une maison plus grande, c'est que cette maison est au sein d'un quasiment petit parc qui domine la mer, et que c'est une situation absolument splendide avec une vue à couper le souffle, voilà, sur l'archipel des îles Chausey, Jersey parfois, et ce panorama a été sans doute très inspirant. En outre, sa maman aimait le jardinage, il a voulu, enfant, adolescent, il a aidé sa maman à aménager ce jardin, puisqu'on sait notamment qu'il a dessiné le bassin à poissons qui s'y trouve toujours, la pergola, alors refaite à l'identique bien sûr, mais qui existait puisqu'on le voit sur des photos d'époque. Donc vraiment, c'est quelque chose qui l'a vraiment intéressé et qui l'a marqué en tant que couturier. Et effectivement, il est arrivé, il avait 18 mois dans cette maison. Et vous me disiez également qu'une de ses lectures de chevet, j'exagère peut-être un petit peu, mais le grainier Villemorin, c'était une de ses lectures. Alors c'est ce qu'il raconte, en tout cas il l'écrit dans ses mémoires, les mémoires qu'il a écrites en 1956, un an avant sa mort. Il explique effectivement qu'à la lecture des romans, certes il lit quelques romans, mais il se plaît beaucoup plus dans la lecture des catalogues de la fameuse maison de Grennetier, Villemorin, Andrieux. Voilà, la lecture des noms de plantes l'intéresse beaucoup plus visiblement que les romans. C'est sa source d'imaginaire à lui. C'est très étonnant. Marc Vatinel, est-ce qu'on peut envisager avec vous, dans votre travail, comment la nature vous inspire et comment vous transcrivez cette inspiration? On va le découvrir à travers les collections de Christian Dior, mais vous, en tant que paysagiste, c'est la nature vers la nature. Alors en tant que paysagiste, le premier geste à effectuer, c'est celui de ne rien faire et vraiment regarder, observer. La nature n'est pas une page blanche, c'est une page qui est déjà largement écrite. Parfois il y a quelques fautes d'orthographe, quelque chose comme ça. Donc le second geste, ça peut être aussi d'enlever des choses. Et j'entends enlever des choses, aider cette nature à être lisible pour être ensuite compréhensible. Voilà, moi c'est un peu ma manière d'agir. C'est aussi une manière d'agir pour pas mal de paysagistes. Je crois qu'il y a une phrase ou en tout cas une citation que vous aimez bien de Le Nôtre, c'est: pour bien commander à la nature, il faut savoir lui obéir. C'est ça, vous obéissez à la nature en créant. Ça a un sens pour vous? Ah oui, ça a vraiment un sens profond, parce que là c'est vraiment évident. Sinon on se loupe. Tout simplement. C'est pas une question d'argent, surtout pas une question d'argent. Une fois on m'avait appelé pour une petite folie. Il s'agissait de faire un jardin de cactus au fond d'une piscine. J'ai dit non, évidemment, parce que ça peut marcher une soirée peut-être. Et là, en l'occurrence, il fallait pas que il fallait que ça perdure. Donc, j'ai tout simplement dit que c'était complètement idiot. Non, mais voilà, il faut observer la nature, essayer de comprendre un peu son fonctionnement, pour ensuite peut-être se laisser guider pour les guider. Moi, c'est ma manière de travailler. Ça c'est intéressant ce que vous dites, parce que pour bien comprendre, notamment, je crois que des personnes qui avaient des problèmes peut-être un peu de vent sur leur terrain, vous leur avez pas forcément proposé des brise-vent, mais vous en avez profité pour créer des alcôves, des petits endroits où on pourrait se rencontrer justement à l'abri du vent, mais sans ces grandes palissades qui pourraient détruire le paysage. C'est ça, le vent peut être gênant pour lire ou pour manger, mais il est certainement pas gênant sur l'ensemble d'un jardin ou d'un parc. Et si j'estime qu'un site qui est venteux, il a la chance d'être venteux. Il y a des sites où on étouffe complètement parce que ça manque d'air, et là ce serait compliqué de créer du vent. Donc là, le fait d'avoir du vent est une chance. Faut pouvoir s'en abriter sporadiquement ou sur des petites surfaces, effectivement, mais surtout pas lutter contre la nature. Voilà.
Et plutôt la mettre en valeur. Plutôt la mettre en valeur. Éric Hervy, c'est aussi ça. L'art des armoires normandes, c'est de mettre les essences en valeur. Quelles sont les essences les plus utilisées ici en Normandie? Est-ce qu'il y a une essence reine pour nos armoires normandes? Alors, le bois roi sur les armoires normandes dites de mariage, c'était le chêne. Si c'était pas du chêne, ça pouvait pas être bien. Mais il faut pas oublier que malheureusement dans le Sud-Manche, l'extrême Sud-Manche, il n'y avait pas de chêne, c'était du châtaignier. Donc on les a fait en châtaignier. Certaines armoires, notamment Fécamp, Dieppe, Rouen, ont la chance d'être, même certaines de Granville, ont été faites en acajou, enfin en bois des îles, comme on les appelait. Ce qui n'est pas intéressant, mais le bois roi, enfin le bois qui était à retenir, c'était quand même le chêne. Voilà. Et alors, autre question, c'est quoi l'origine de l'armoire normande? Armoire, on entend peut-être, je ne sais pas. On pense que les premiers meubles à porte servaient non pas d'arranger le linge, mais à ranger les armes. D'où armoire. Bon, on pense. Disons que la pleine période de l'armoire est le 17e, ensuite le 18e et le 19e. Bon, il est bien évident qu'au 19e, c'est là que vous trouvez vraiment l'essentiel des armoires dites de mariage. Il ne faut pas oublier qu'à la naissance d'une fille, on abattait un chêne, on le faisait débiter, on le laissait sécher. Bon, la fille grandissait et le bois séchait. Et une fois que la fille avait trouvé chaussure à son pied, on commençait à se préoccuper de la fabrication de l'armoire. Il y avait la date des fiançailles qui est très importante, parce que c'est là pratiquement que tout se jouait. Dans ce sens que l'ébéniste, on allait voir l'ébéniste, on l'appelait le faiseur d'armoire à l'époque, et c'est lui qui vous dictait en vous disant « Ah bah oui, mais non, j'ai déjà l'armoire à un tel à faire, donc ce sera que dans 18 mois, dans 2 ans. » Ah oui, d'accord. Le mariage était souvent, enfin la date du mariage était souvent bloquée avec le fameux ébéniste, le faiseur de meubles. Avec voilà. des problèmes qu'on imagine, mais qu'on évoquera plus tard avec vous. Lorsqu'on décale trop un mariage, ça peut créer des problèmes. Brigitte Richard, Christian Dior, alors là, on a des collections directement inspirées des fleurs. Donc vous évoquiez la collection Corolle de 1947, mais je crois qu'il y a d'autres collections qui portent le nom directement de fleurs. Oui, alors d'abord cette silhouette Corolle est la première, hein, c'est une des 2 lignes en fait qui ont marqué la première collection, donc celle qu'on a fini par baptiser le New Look en 47. Il y avait la ligne Corolle et la ligne en 8, et effectivement cette Corolle qui fait donc directement référence à la fleur par sa forme, effectivement avec cette idée de femme fleur très romantique. Mais ensuite on retrouvera dans les noms des modèles, je me viens en tête par exemple le modèle Roseraie de mémoire qui doit être de 49, je suis un peu fâché avec les chiffres, vous me pardonnerez, les puristes vérifieront et me corrigeront. Me revient également en tête le modèle Mois de Mai avec le muguet qui ornait nombre de ces modèles, parce que Christian Dior, outre le fait qu'il était inspiré par la nature, beaucoup, était aussi un être très superstitieux, et donc le muguet l'a accompagné toute sa vie, et il avait coutume de coudre par exemple dans certains modèles du défilé pour lui porter chance quelques brins de muguet. Donc voilà, ce modèle Mois de Mai avec sa capeline assortie est un très joli motif, donc représentant ce muguet qu'il pouvait trouver dans le jardin de Granville. Et entre-temps, j'ai perdu le fil de votre question. Et donc, je ne sais plus. Non, mais c'est très bien. La ligne muguet, je crois qu'effectivement, date de 1954. Et puis ce muguet. Alors, ça permet peut-être, ce que vous évoquez, le côté superstitieux de Christian Dior, d'annoncer aujourd'hui qu'il y a un salon de thé qui va ouvrir dans les salons, dans le jardin de Christian Dior. Ça y est, il est ouvert. Voilà, il s'appelle La Bonne Aventure. Absolument. Ceux qui ont fait le choix donc, de proposer ce salon de thé qui, jusqu'à il y a 2 ans, était encore géré directement par le musée de manière un petit peu amateur, on va le dire. Là, c'est pas du tout le cas, et il a ouvert depuis avril. Il s'appelle La Bonne Aventure. Pourquoi ? Précisément pour faire référence à ce caractère superstitieux de Christian Dior, qui avait coutume de voir une voyante, et cela depuis sa jeunesse, peut-être pas depuis sa plus tendre enfance, mais au moins depuis sa jeunesse. Et cette diseuse de Bonne Aventure lui avait prédit que sa réussite viendrait par les femmes, et qu'il serait très riche et que sa réussite viendrait par les femmes. Effectivement, il ne s'était pas trompé. Elle ne s'était pas trompée, effectivement. Marc Vatinel, est-ce qu'il y a, alors peut-être pas des superstitions, mais en tout cas des fautes de goût? Ça existe, les fautes de goût, pour un jardiniste, un jardinier artiste? Je crois que la faute de goût, c'est de faire quelque chose de fade, c'est de pas oser. À mon avis, la faute de goût, elle est là. Ouais. Ou c'est quelque chose de trop consensuel. Et là, dans ce cas-là, je pense qu'il peut y avoir faute de goût. Après, je ne crois pas à cette notion de mauvais goût, puisque quelque chose qui un jardin, dans le monde du jardin, par exemple, des jardins qui sont d'extrême mauvais goût peuvent finalement être absolument sublimes.
à partir du moment où ils sont portés par leur créateur. C'est ça, ouais. C'est ce que nous disait Michel Moget, le jardinier en chef, entre guillemets, de Coutances. Il nous disait la même chose lors d'une causerie. Il faut essayer. Il vaut mieux se planter que de ne rien faire, finalement. Ah oui, c'est clair. À partir du moment, je crois qu'effectivement, il faut essayer. Après, il y a des loupés. Il faut qu'il y ait absolument un droit à l'erreur. Et en général, au sein d'un jardin, il y a plein de choses qui arrivent d'une manière complètement inopinée et qui sont des bonnes surprises et qui rééquilibrent l'ambiance et les choses. Éric Hervy, je crois que s'agissant des sculptures des armoires normandes, alors là, il y a des choses qui sont interdites. Hein ? Oui, sur les armoires normandes, vous ne trouverez jamais de pommes. Pourquoi ? Tout simplement, la pomme étant le fruit péché, donc on ne sculptait pas de pommes. D'accord, ça c'est vraiment comme le verre au théâtre, la pomme, vous pas pouvez possible. trouver de la poire, de la grenade éclatée, tout ce que vous voulez, sauf de la pomme. Ça c'est vraiment le motif interdit. En revanche, des serpents, je crois qu'on peut en trouver sur des armoires normandes. Oui, les serpents on peut en trouver, oui, effectivement. Vous avez, il me semble, découvert une armoire normande avec deux serpents de chaque côté. Mais je pense qu'en réalité, les deux serpents, malgré que ça paraisse complètement idiot, représentent Adam et Ève. Ah d'accord. Je pense, oui, parce que vu la structure dans laquelle ils sont pris, ça pourrait représenter Adam et Ève. De toute façon, le problème, si vous voulez, de certains meubles, c'est que les meubles nous parlent. Mais certains meubles, on n'arrive pas à déchiffrer ce qu'ils veulent nous dire. Alors quelquefois, on y arrive, effectivement, oui. Et puis quelquefois, malheureusement, on bloque. Et puis des fois, 10 ans, 20 ans après, on se dit... Ah oui, tiens, en fin de compte, ça voulait dire ça. C'est un travail un petit peu aussi de recherche, d'archéologie, on va dire, pour comprendre, non ? Non, c'est tout simplement une passion. Et quand vous êtes passionné, vous allez jusqu'au bout des choses, vous ne faites pas du tout, c'est tout. Il faut vraiment être un passionné, et puis voilà, ça s'arrête là. Alors c'est dans le sang, parce que je crois que votre père... Mon père était déjà dans l'Antiquité et ébéniste. Mon grand-père était déjà dans l'Antiquité et ébéniste. Bon, voilà, je suis à 3e génération. Et votre fils ? Et mon fils continue, donc c'est la 4e. Voilà. Ça, c'est une belle histoire. Beaucoup de chance. Oui, effectivement, beaucoup de fierté, je le sens et je le sais. Brigitte Richard, moi, la mode, c'est quand même le regard qu'on peut porter sur la mode. C'est plutôt ultra urbain, ultra minéral, extrait de la nature. Au contraire, mais avec Christian Dior, pas du tout. Vraiment, lui, il a su allier ces deux univers qui semblaient contradictoires finalement sur le papier. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, par analogie à ce que disait mon voisin, il a assumé complètement une mode qui se voulait à son époque une réaction à la mode de son temps, c'est-à-dire qu'il s'est effectivement éloigné de ce que pouvait être une tenue pratique à porter. Il n'a pas fait porter de pantalon aux femmes. Il voulait que, il n'était pas du tout dans la conception de certaines. Je pense à une Gabrielle Chanel qu'il admirait profondément par ailleurs, mais qui effectivement peut-être plus moderne dans sa manière de concevoir la mode, voulait que les femmes puissent voyager, mettre en vrac leurs vêtements dans une valise et voyager confortablement. Et bien sûr, la mode telle que l'a imaginé Christian Dior, ça n'était pas du tout ça. C'était vraiment associé à une vision très, très romantique, avec des robes très, très structurées, qu'on ne pouvait pas porter comme ça, sorties de sa valise. Non, c'était difficilement envisageable, mais complètement assumé. Donc... Et en même temps, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a répondu aux attentes des femmes à ce moment-là, qui, comme il le dit, et pour faire référence à la citation de tout à l'heure, sortant d'une époque extrêmement difficile, où on faisait ce qu'on pouvait pour s'habiller, et sans doute les préoccupations étaient ailleurs qu'à la tenue, qu'à la légèreté. Et bien au sortir de la guerre, les femmes aspiraient toutes à autre chose, et cette légèreté, ce romantisme, ces métrages de tissus absolument extravagants, qui ont pu aussi choquer quand il les a employés pour faire ses robes, eh bien ça a correspondu aux attentes profondes des femmes. Alors évidemment, toutes ne pouvaient pas accéder à de la haute couture, mais beaucoup font ce que peu d'entre nous sans doute font aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elles cousaient et pouvaient, au regard des magazines qui reproduisaient inlassablement les modèles de la maison, pouvoir les imiter ou un petit peu les copier l'esprit en tout cas. L'esprit et le style, oui. Et alors je crois que ce style et cet esprit perdurent parce que la créatrice de la maison Dior actuellement est venue rendre visite au musée, alors la maison Christian Dior au jardin, pour aussi s'inspirer et comprendre un petit peu dans quelle filiation elle s'inscrivait. Absolument. Alors ça a été le cas de Maria Grazia Chiuri, italienne, comme son nom l'indique, première femme à occuper cette fonction de direction artistique au sein de la maison depuis 2 ou 3 ans maintenant, mais ça a été le cas également de son prédécesseur, qui était donc ce créateur belge, Raf Simons, qui est également venu à Granville parce qu'il cherche à comprendre comment effectivement cette atmosphère granvillaise, ce lieu fondateur où tout a commencé finalement, les a inspirés. Alors j'aime à livrer cette petite anecdote qui est
voilà, qui me fait plaisir et qui touche un peu à l'intime, parce que quand mon fils était petit, j'ai la chance parfois d'être invité au défilé haute couture, et il m'avait dit un jour ce mot d'enfant très mignon. J'en profite, il n'est pas là, donc je lui aurais fait honte et il m'entendra pas, mais il avait dit, mais maman, la personne la plus importante dans les défilés de la Maison Dior, c'est toi, parce que tu représentes le lieu où tout a commencé. et voilà, effectivement, ce joli mot d'enfant en fait dit aussi que les créateurs d'aujourd'hui cherchent vraiment à comprendre comment Granville, comment ce paysage, comment ce panorama, ce jardin a été vraiment très inspirant et fondamentalement, durablement inspirant. Marc Vatinel, les inspirations, elles évoluent également. Vous sentez que vos inspirations évoluent avec le temps. Alors, le temps, bien sûr, le temps la météo, le temps qu'il fait, mais aussi le temps qui passe. Alors j'ai peut-être effectivement, parce que j'ai peut-être le regard qui s'affine. Et puis j'en apprends tous les jours, heureusement. C'est un métier passionnant pour ça. Et oui, on va pas parler de style, mais une façon de faire qui évolue. Alors, j'aime cette question, cette notion de style. Est-ce que vous, par rapport à d'autres paysagistes, on peut reconnaître le style d'un paysagiste? Ça a un sens de réfléchir comme ça, de parler comme ça, comme un créateur de mode, par exemple, dont on peut reconnaître le style, que ce soit Kenzo, Dior, etc. Voilà, ils ont une identité. Est-ce qu'un paysagiste, c'est la même chose? Un paysagiste peut avoir une identité et un style? Oui, je pense qu'il y a des paysagistes qui ont effectivement un style. Après, je crois qu'il est intéressant aussi d'avoir un style qui s'efface, entre guillemets, ou qui laisse la place justement à la nature. Moi, si je devais décrire mon style, je fais des jardins qui peuvent être abandonnés quelques mois sans aucun problème. Il n'y a pas étant donné que je lutte le moins possible, ce qui n'empêche pas de faire des choses de temps en temps un peu fortes dans le paysage, mais je lutte le moins possible. Il y a très peu de volume taillé, par exemple, dans les jardins que je fais. J'aime le végétal pour ce qu'il est. Et un lilas est un lilas, c'est pas un lilas taillé. Je le taille pour faire un bouquet pour un repas, mais pas plus. Pas plus. Et alors, autre point intéressant avec vous dans votre conception du paysage, c'est qu'il vous arrive également de créer des petits édifices qui vont avoir une durée de vie et qui vont pouvoir aussi se diluer dans le paysage. Je pense notamment à un petit pont de bois. Racontez-nous cette anecdote. Ah oui, ça c'est dans la commune de Pirou. Donc avec deux confrères qui sont des amis, Étienne Pagnin et Thibaut Guézet. On travaille pour la mairie de Pirou dans une superbe parcelle qui est aujourd'hui un grand herbage, ou qui était il y a peu de temps un grand herbage, et avec un ru. Alors on ne sait pas si c'est une rivière, un ru, est-ce que c'est un cours d'eau, pas un cours d'eau, enfin il y a vraiment très peu d'eau. Toujours est-il que si on le franchit, on est trempé ou couvert de boue. Et là en fait on a, avec Étienne et Thibaut, on a fabriqué un petit pont en bois produit localement. Et comme beaucoup de constructions que l'on fait, le but c'est ça aide surtout les gens à franchir, mais du point de vue psychologique aussi, franchir un ru. Et là finalement on donne à traverser, donc on donne à voir un territoire qui finalement ne voyait pas comme il peut l'être. Et là, cette notion de franchissement nous intéresse. Et c'est effectivement une construction douce, il n'y a pas de fondation. C'est pas du bois traité. Le bois durera ce qu'il durera. Et le jour où il sera fatigué, deux solutions. Donc, où il se transforme en humus, et ça ira très bien pour les aulnes qui sont de part et d'autre. Ou sinon, il y aura un besoin d'en refaire un, et on en refera un, ça pose aucun problème. Mais il n'y a pas de... Voilà, je trouve qu'il est intéressant de faire des choses qui peuvent aussi disparaître d'elles-mêmes, et surtout pas marquer un bout de terrain par quelque chose qui pourrait ressembler à une cicatrice. Oui, c'est ça, pas marquer une empreinte indéfinie. Voilà, absolument. Éric Hervy, je crois que, et vous nous le disiez, les armoires parlent. Moi, je regarde une armoire et elle me parle. Il y a des styles, vous pouvez me dire si elle vient du Virois, du Coutançais, du Saint-Lois. Ça, c'est possible de géolocaliser, je dirais, à ce point? Oui, chaque région a su donner à sa production son caractère propre. C'est-à-dire qu'on peut déterminer si l'armoire vient de Saint-Lô, Coutances, etc., par son décor, par la structure en règle générale, par son genre de fabrication. Disons qu'on arrive à déterminer non seulement la région,
l'époque à peu près où elle a été faite, à quelle occasion elle a été faite. En général, ce sont évidemment des mariages, mais bon. Et surtout pour la couche sociale dont est issue cette armoire. Voilà. Ah oui, c'est ça. Déterminer tout ça. Selon l'essence, selon les sculptures qui sont dessus. Ah, bien sûr, plus c'était sculpté, évidemment, plus c'était cher. Donc plus c'était cher, plus on était riche. C'est évident. Ouais. Alors, en 41 ans de métier, est-ce qu'il y a des anecdotes que vous pourriez partager avec nous? Je crois qu'il y a des armoires qui ont été utilisées plusieurs fois. Alors, effectivement, on a rencontré quelques armoires, c'est assez rare, mais ça existe. Des armoires qui ont servi 2 fois pour un mariage. C'est-à-dire que la maman s'était mariée, arrivait le mariage de la fille, malheureusement, c'était des gens certainement de conditions très modestes et ne pouvant pas faire de meubles pour sa fille, offrait l'armoire qui avait servi à son mariage en la faisant améliorer par l'ébéniste. Alors il rajoutait quelques fleurs, quelques feuillages, enfin bon, disons que l'armoire avait servi 2 fois. Quoi. Oui. Bon, finalement c'est une belle transmission aussi. C'est une belle transmission, exactement. Et alors dans le cas de mariage que j'évoquais, de mariage un petit peu long, lorsqu'il faut attendre trop longtemps et que parfois on ne peut pas attendre avant de consommer certaines choses, qu'est-ce qui se passe là? Comment on fait? Parce qu'il faut que les fiançailles s'accélèrent. Voilà, alors il est évident que certaines jeunes filles, malheureusement, se retrouvent enceintes. Enfin, malheureusement pour l'époque, évidemment. Avant le mariage, on précise. Avant le mariage, évidemment. Et donc, on disait aux faiseurs d'armoires, dépêche-toi, mais dépêche-toi. pour hier. Donc, résultat des courses, il y avait certains motifs de sculpture qui disparaissaient parce qu'il n'avait pas le temps de tout faire. Mais il finissait l'ouvrage quand même, avant que la jeune fille que ça se voit de trop. Mais il est évident qu'on voit des fois dans les tracés, on se dit c'est pas possible qu'il ait fini l'armoire comme ça. Et en réalité, si, mais bon, ça a été bâclé, mais on devine pourquoi. On devine pourquoi. Brigitte Richard, j'aimerais qu'on revienne avec vous sur cette histoire que vous m'avez racontée d'une visite de la maison Christian Dior. On vient visiter la maison Christian Dior. Elle était fermée et pour autant, avec vous, et grâce à vous, le car qui est arrivé, je ne sais plus si c'était des Chinois ou des Japonais, mais peu importe, vous leur avez offert une visite, pour eux, je pense, mémorable, parce qu'il y avait tous les éléments de la création de Christian Dior. On peut revenir sur cette jolie histoire avec vous, Brigitte Richard? Oui, en fait, alors pour ceux qui ne le connaissent pas, le musée aujourd'hui, donc cette maison d'enfants, c'est le théâtre d'exposition temporaire renouvelé chaque année. Mais effectivement, il y a pratiquement autant à dire quand on est à l'extérieur et dans le jardin que dans la maison elle-même, que j'ai eu l'occasion de faire visiter donc, entre 2 expositions, donc vide de son contenu, puisque l'histoire de cette maison fait que les Dior ont dû s'en séparer au moment des années 30, ont dû vendre l'ensemble du mobilier, donc il ne reste quasiment rien de l'époque des Dior, si ce n'est la maison elle-même, qui a d'ailleurs par parenthèse failli disparaître. Mais le charme agit parce que les points de vue sur le jardin dans cette maison, l'atmosphère qui règne, le fait de se dire que Christian Dior a foulé littéralement, enfin au sens propre, fait ses premiers pas dans cette maison et dans ce jardin, sont vraiment source d'émotion. Mais voilà, le jardin, encore une fois, compte autant parce que les points de vue, parce que les espaces de contemplation, parce que les fleurs, et parce que c'est un lieu forcément au fil des saisons constamment évolutif, donc constamment inspirant, sont aussi importants que le contenu qui est présenté régulièrement et renouvelé régulièrement. Les couleurs également, je crois, avec ce point de vue magnifique, ces roses, ces gris, ça aussi, c'est pas seulement les fleurs, mais aussi les couleurs du ciel changeant de Granville ont inspiré Christian Dior dans ses créations. Alors le gris particulièrement, qui pour lui était sans doute une des couleurs, si ce n'est la couleur la plus élégante qui soit, qu'il va utiliser très régulièrement, non seulement en couture, pour la haute couture, mais aussi pour la décoration des boutiques. Et ce gris, ce qu'on appelle parfois ce gris Montaigne, en faisant référence à l'avenue Montaigne, et toujours d'ailleurs historiquement la première boutique Dior du monde à Paris, est très 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 souvent utilisé. Et vient effectivement à la fois du gris du granit, dont sont faites certaines maisons, certains soubassements de maisons, certains murs, et puis également ce gris changeant des cieux granvillais, ce gris, là, on l'a sous les yeux aujourd'hui, alors parfois c'est beaucoup plus bleu, mais pour être honnête, dans notre Normandie, on a quand même souvent des cieux très changeants, avec cette palette de gris très diversifiée, et donc ça va l'inspirer. Et le rose, bien sûr, c'est la deuxième couleur fétiche qu'il va très régulièrement utiliser, c'est la rose des fleurs de son jardin, mais c'est bien sûr aussi, pour ceux qui la connaissent, la rose de cette maison, qui a, le ravalement bien sûr a dû être refait régulièrement, mais on a essayé de coller à peu près à ce rose très doux, c'est la seule
voilà, il a fallu imaginer ce qu'était le rose très doux, parce que on a des photos anciennes, mais avec des couleurs un petit peu passées. Donc voilà, un rose un peu poudreux, je ne sais pas comment il faut dire, qui part la maison et qui le paraît dès que les Dior ont acheté cette maison. Et comment ont été perçues les créations de Christian Dior de son vivant? On connaît le succès évidemment qu'il a eu, mais est-ce qu'on sait comment ça a été ressenti, comment ça a été perçu? Est-ce qu'il y avait quand même une modernité ressentie à travers l'utilisation des thèmes de la nature, ou il était perçu comme un créateur plutôt classique et plutôt du côté du romantisme de la nature, etc. Quelle était la perception? Alors, je pense qu'il a été plutôt... sa mode a été vraiment une transition, une rupture, plus exactement, par rapport à, comme je vous le disais, par rapport à ce qui s'est fait avant. Mais effectivement, c'est davantage cet aspect romantique dont on pourrait qualifier ses créations et qui ont été perçues comme telles. Et en même temps, il ajoutait effectivement par certains détails, par les accessoires qui ont été aussi très importants, par de la symétrie qu'il a très souvent utilisée en couture, la modernité, une coupe qui est l'essence même du travail du couturier. Il associe effectivement ce côté très romantique, plutôt regardant les époques antérieures avec celle d'un créateur d'aujourd'hui et le talent aussi d'un couturier. Brigitte Richard, est-ce qu'on sait si Christian Dior voyait des fleurs dans les femmes ou voyez des femmes dans les fleurs? Est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut savoir ça, ou c'est... Non, je crois qu'effectivement vous le résumez très bien. Je pense que les choses étaient sans doute étroitement mêlées. Il voyait dans les fleurs sans doute déjà des silhouettes de femmes et à l'inverse, il imaginait en voyant les femmes telles qu'il les a habillées, il revoyait effectivement une fleur ou un bouquet de fleurs, je ne sais pas. Les deux étaient sans doute étroitement mêlés. Marc Vatinel, autre point que j'aimerais évoquer avec vous, mais dans la continuité de ce que vous dites dans votre geste et à la fois la simplicité et la discrétion de votre geste. Je crois que vous travaillez aussi en Allemagne et vous avez travaillé à Berlin. Et à Berlin, il y a des confrères qui sont venus vous voir et qui vous ont dit: mais ces arbres-là, dans quelle pépinière tu les as eus? Parce que vraiment, moi j'aimerais trouver les mêmes. Donne-nous l'adresse, s'il te plaît. Et en fait, c'est pas du tout ça. Oui, effectivement, c'était donc une petite friche dans le centre de Berlin. Et on avait appelé avec ses amis l'atelier Le Balto, avec lequel je travaille beaucoup. En fait, on avait fait quelques jardins comme ça disséminés dans un quartier. On avait appelé ça Wo ist der Garten? Où est le jardin? Et en fait, on avait donc jardiné quelques friches pour les rendre, comme je disais tout à l'heure, juste lisibles, en fait. Donc, jardiner un peu les ronces, les orties, faire en sorte qu'on puisse entrer dans le site, s'y asseoir, prendre un tout petit peu de recul, y être bien installé. Et effectivement, il y avait quelques très beaux élantes, plutôt assez jeunes, que l'on avait jardinés. Et certains de nos confrères se sont fait avoir en disant ces élandes sont magnifiques, ils ont dû vous coûter cher. Voilà. Et en fait, vous les aviez mis en valeur. C'est ça, voilà, juste par un jardinage un peu léger, quoi, finalement. Ça, c'est aussi les mystères de l'artiste, finalement. Peut-être, Éric Hervy, d'autres mystères. Est-ce qu'il existe encore des mystères autour de l'armoire normande, ou est-ce qu'on sait tout, on a tout catalogué, tout répertorié, ou est-ce qu'il y a une part de mystère dans ce meuble qui était, on l'entend à travers votre témoignage, un meuble du quotidien? Non, il faut rester humble, et de toute façon, je pense qu'on ne connaît jamais tout. Donc il y a encore certainement beaucoup de choses à découvrir. Maintenant, ce sera à les futures générations de continuer, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça, le relais est passé. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une armoire nous parle, mais il y a certaines choses où on bute encore, on ne sait pas trop la signification. Eh bien, écoutez, nous, on va continuer d'essayer de percer le mystère en répondant aux questions du public, mais ça va se faire entre nous. D'abord, je vous demande vraiment d'applaudir très chaleureusement nos invités, parce que vos témoignages sont vraiment passionnants. Merci beaucoup. Merci de votre présence. Restez avec nous, on va écouter toutes vos questions, mais pour cela, et avant cela, je redonne la parole à Jérôme Dahan, qui vous accompagne depuis 3 jours sur l'ensemble de ces rencontres du patrimoine. Jérôme, tu as la parole à présent, et nous on continue en petit comité. Merci beaucoup à vous. Merci pour cette causerie. Alors voilà, on est entre nous maintenant, et donc si vous avez des questions, écoutez, c'est le moment de les poser. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, je prends vos questions, vos commentaires et tout ce qui peut vous passer par la tête.
Oui, je voulais juste demander à monsieur des Armoires Normandes si vous connaissez les histoires de Michel de Decker sur les armoires hantées. Est-ce que vous en pensez? Non. Je connais pas, mais des meubles hantés, des armoires hantées, en 41 ans de métier, j'ai jamais vu une armoire bouger toute seule, moi. Mais enfin bon. Des histoires, il y en a, ça c'est comme vrai. les brûlures, les choses comme ça, pour désensorceler des armoires, mais franchement, j'y crois pas. Pas du tout. Mais bon. Allez, autre question, autre témoignage, autre commentaire. Si vous le souhaitez, c'est le moment. En tout cas, moi, ce que je peux vous proposer, c'est vous inviter à rencontrer Éric Hervy, puisque vous êtes antiquaire et votre papa a créé le musée de Villedieu, le musée du meuble de Normandie à Villedieu. Donc, vous pouvez tout à fait vous y rendre. Exact. Avec grand plaisir. Et on peut vous retrouver aussi dans votre boutique atelier. Le samedi de préférence, mais ouais, oui, voilà. avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Et puis, pareil, Brigitte Richard, je pense que vous êtes tout à fait ouverte pour accueillir un maximum de public dans le musée, en tout cas ce musée, mais les 3 musées de Granville également. Un maximum, oui, c'est le cas de le dire, parce que l'exposition actuellement présentée au musée Dior rencontre un succès absolument colossal, puisqu'on présente la garde-robe de Grasse de Monaco, et voilà, les 2 mots Dior et Grasse de Monaco ont un effet, effectivement. Voilà, donc je vous recommande, vous qui êtes de la région, de venir, éviter de venir en juillet et août, et si vous le pouvez, venez plutôt le matin, c'est mon petit conseil, voilà, réservé pour vous, parce que ça vous évitera d'attendre. La maison ne peut accueillir que 50 personnes simultanément, elle n'avait pas été conçue pour accueillir 60 000 visiteurs à l'année. Mais voilà, je profite que vous me donniez la parole pour faire un petit peu de promotion aussi du second musée qui est ouvert au public, donc en l'occurrence le musée d'art moderne Richard Lacréon, cher à mon cœur, où nous présentons actuellement une exposition notamment autour d'œuvres de Gustave Courbet, entre autres, de Colette également. Voilà, donc je vous incite aussi bien sûr à profiter des autres musées. Merci pour cette invitation. Marc Vatinel, comment et où on peut venir à votre rencontre, des créations plus éphémères et plus discrètes, on l'entend, mais on a quand même grande envie de les découvrir. Alors je suis très très mauvais en communication, j'ai pas de site internet, j'ai pas de compte Facebook, j'ai même pas de carte de visite. Oui, ça fait 10 ans qu'il est en cours. 17 ans. 17, en fait, voilà. Ça fait 17 ans. 17 voilà. ans qu'il est en cours de construction. Donc non, mais on peut se croiser derrière un arbuste, au hasard dans un champ de marguerites ou derrière des coquelicots. Voilà, c'est le hasard des rencontres. Ensuite, c'est une discussion, un petit café, Ouais. et c'est toujours faire un jardin, c'est toujours la rencontre entre un site, un client, et puis des petites envies personnelles aussi, Ouais. d'associations végétales C'est ou de ça choses comme la ça. question, parce qu'on parle de projet Berlin, projet sur la planète, mais un particulier, pour un projet modeste, peut vous solliciter. Oh, bien sûr, oui. Vous ne travaillez pas uniquement sur les grands Pas du projets tout, dans les grandes cités pas du tout. mondiales. D'accord. Pas du tout, non, il n'y a pas de Pas de ségrégation. Il n'y a aucune ségrégation, effectivement, et c'est pas non plus une question de budget, c'est surtout une question d'envie, Ouais. puis une question d'entente ou pas. Ou pas, bien sûr, de on l'a toute façon. compris. Ouais. Si vous voulez des cactus autour de votre piscine, c'est pas la c'est ça, peine. voilà. Perdez pas votre Là, en temps. l'occurrence, c'était sous l'eau, dans la piscine. Ah, dans la piscine. Oui, c'était dans la piscine. Ah, dans la- Oui, non, c'était avec voilà, non, une piscine dans laquelle on se baigne. Oui, non, c'était- D'accord. Il aimait ses amis. Je sais pas ce qu'il voulait C'était faire comme ça, là-dedans. voilà. Ah, d'accord. Ok. Donc non, effectivement, il n'y a pas de... tout espace extérieur est intéressant. D'accord. Et puis c'est pas non plus une question de surface. En règle générale, plus un jardin est petit, plus il est compliqué à faire. Ah ouais. Parce que dans un parc de 5 hectares, si on loupe 300-400 mètres carrés, ça n'a Ouais, aucune espèce d'importance. Dans une cour de 8 mètres carrés, le moindre centimètre est important. Ouais, tout à fait, merci. Moi, je voudrais juste, pour conclure, vous dire combien les gens qui sont ici, qui ont accepté notre invitation, sont passionnants. Vous l'avez déjà un petit peu entendu à travers leur discours, mais on a la chance vraiment d'avoir chacun dans son domaine des personnes passionnantes, et c'est pour ça que je vous invite vraiment à aller à leur rencontre. N'hésitez pas, parce que ce sont d'abord des personnes tout à fait ouvertes, vous les voyez ici, souriantes, il n'y aura pas de souci, et en plus, vous plongez dans un monde et dans un univers, donc n'hésitez pas à aller à leur rencontre, soit aujourd'hui, soit comme on vous l'a indiqué lors de prochaines rencontres. Voilà, toujours du café qui vous est offert, toujours du thé. Merci à vous d'avoir été présents, de nous avoir écoutés, et puis on se retrouve pour une prochaine causerie d'ici une demi-heure. Voilà, merci à vous et à très bientôt. Au revoir. Merci à vous. Merci.